Merci beaucoup. D'abord, comme vous avez été ici depuis ce matin, peut-être que quelques nouvelles vous ont échappé, mais Gilles Vaillancourt, l'ancien maire de Laval, a plaidé coupable. Bon. Espérons que ça ne fermera pas le dossier sur toutes les ramifications politiques qui, je suis sûr, sont loin de l'UPA. Non, ce n'est pas son genre de monde. Je voudrais vraiment remercier toute l'organisation de l'UPA, M. Groslot, que je me permets même d'appeler Marcel au nombre de fois qu'on s'est rencontrés pour cette invitation. J'essaierai d'être à la hauteur de vos attentes puis répondre par ma description de où notre réflexion loge à vos interrogations, mais je pense qu'il y a même un petit moment pour les questions un peu plus tard. Je serai heureux de les prendre. C'est sûr que, comme n'importe quel lien entre deux organisations, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde tout le temps. D'autant plus que, vous avez noté, j'espère que vous appréciez d'ailleurs, Québec solidaire, c'est une jeune pousse. Alors j'espère que les agriculteurs savent mieux que quiconque que l'avenir appartient aux jeunes pousses. Est-ce que je me... Bon. Et réellement, depuis 10 ans, on n'a pas cessé de progresser, bien sûr. Il y a beaucoup d'obstacles devant notre chemin. Je ne veux pas aller dans les détails. Il y a, disons, les moyens financiers que certains partis ramassent par des, je dirais, chemins contestables qui sont une partie de l'explication. Il y a aussi le fait que, disons, il y a beaucoup d'adversité chez des grandes institutions, je dirais, du pouvoir de l'argent, parce que nos propositions heurtent, la plupart du temps, le grand pouvoir de l'argent, ce qu'on appelait jadis le grand capital. D'ailleurs, il faudrait retrouver ces notions-là, parce que le grand capital, vous en savez quelque chose dans le domaine de l'accaparement des terres, peut perturber toute une société, peut perturber tout un secteur de l'activité, et c'est le cas au Québec comme ailleurs. Mais il y a aussi la réforme du mode de scrutin. Je pense que c'est un sujet sur lequel je sais qu'on n'a pas réussi encore à bien peut-être à nous expliquer et peut-être à nous comprendre entre nous et l'UPA, mais je voudrais revenir là-dessus. Il y a du travail qui se fait actuellement pour une réforme du mode de scrutin pour une part de proportionnel. Ça ne veut pas dire une proportion proportionnelle mur à mur. Ça veut juste dire qu'une partie, peut-être 40% des sièges, peuvent, dans un système plus démocratique, plus représentatif, être distribués en fonction de l'appui reçu au niveau national, mais à compensation régionale. C'est le modèle allemand. Puis, tenez-vous bien, il n'y a pas un pays dans le monde, sans doute, où les régions sont aussi fortes qu'en Allemagne. Il n'y a pas un pays dans le monde où les régions ont autant de pouvoir pour décider de la manière dont ils organisent les activités sur leur territoire, dont ils organisent leur agriculture, que l'Allemagne. Et nous, le modèle qu'on propose, et sur lequel d'ailleurs aujourd'hui à peu près il y a un consensus parmi tout le monde, sauf peut-être, disons, chez les libéraux actuellement, un mode de scrutin qui soit proportionnel à compensation régionale. C'est-à-dire que les comtés qui vont être donnés pour la proportionnelle ne vont pas tous se concentrer à Montréal, ne vont pas tous se concentrer à Québec, vont être répartis dans les régions. Donc, ceci étant dit, malgré ce que plusieurs veulent vous faire penser, Québec solidaire n'est pas un parti montréalo-centriste. Plus de la moitié de nos membres vivent en région. Nous sommes bien implantés partout au Québec. En fait, de nombreuses tournées en 10 ans nous ont permis, à moi en particulier, j'en ai fait plusieurs, de, je crois, assez bien saisir les difficultés, mais aussi les défis du monde agricole d'aujourd'hui. Face à ces défis, Québec solidaire a des propositions. Alors, permettez-moi de décrire ce que moi j'ai compris de ces défis, en fait de 3 des plus importants défis que nous avons identifiés. Puis à chaque fois, je vais vous présenter nos propositions à nous pour qu'ensemble, la société québécoise et le monde agricole puissent les surmonter. Donc, quels sont ces défis et les difficultés que le Québec, avec ses agriculteurs, doivent relever au 21e siècle? D'abord, il y a toute la question des changements climatiques, l'environnement, la biodiversité. Si on se fie aux scientifiques, aux agronomes, en fait aux observateurs avisés qui sont indépendants, je dirais, de la grosse industrie, il est temps de laisser tomber, afin de sortir graduellement du modèle agricole industriel vers une agriculture plus adaptée à nos besoins, une agriculture plus moderne
qui veut dire une agriculture plus respectueuse de l'environnement et des besoins de la société. Le constat qui est fait, évidemment, est dur. Le constat qu'on fait sur le modèle actuel, le modèle est dépassé, surtout parce qu'on est capable maintenant de mesurer que ces inconvénients dépassent les avantages. Il semble que nous soyons rendus à une étape de notre évolution sociale, même à notre évolution, je dirais, biologique, qui exige de faire évoluer nos façons de faire dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine agricole, mais l'État québécois doit appuyer mieux, doit appuyer plus le monde agricole à intensifier, à accélérer la transition vers un modèle agricole nourricier, respectueux de l'environnement et un modèle de proximité. Mais avant de parler des inconvénients de l'agriculture industrielle, je veux préciser que ce constat vient d'une évolution de notre société dans son ensemble. D'accord? Alors, si c'est collectivement qu'on a évolué et qu'on est rendu là, on ne peut pas demander aux agriculteurs d'agir seuls, de porter tout le poids de cette transition. Donc, il y a un devoir collectif pour que nous assumions ensemble les coûts et les efforts de cette transition, tout cela dans un monde qu'on sait, j'ai parlé du grand capital, dans un monde où on est de plus en plus dans un capitalisme sauvage, ultra compétitif, qui ne laisse place à aucune considération autre que le profit à court terme. Donc, l'État doit s'ériger en défense et en appui pour que le monde agricole ne soit pas face à ce système qui ne permet pas nécessairement une évolution favorable. Donc, pour Québec solidaire, l'industrie industrielle, pourquoi il y a des inconvénients? D'abord, parce que c'est très énergivore. Ça menace à la fois aussi en même temps la biodiversité mondiale et le climat. Et les deux, en fait, vont de pair. Malgré toutes les innovations sur le plan environnemental, l'agriculture produit encore le quart de la production mondiale des gaz à effet de serre. L'agriculture québécoise, elle, est un peu mieux. C'est aux alentours de 10% des gaz à effet de serre en équivalent de gaz carbonique, toute chose que la plupart d'entre vous connaissez sans doute mieux que moi. On parle de l'oxyde nitreux qui vient de la décomposition des engrais, 310 fois plus puissant que le gaz carbonique. On parle du méthane qui s'échappe des déjections animales et des fosses à lisier, c'est 20 fois le gaz carbonique en termes d'effet de serre. Donc, face à ça, c'est sûr que ça doit nous faire réfléchir. Et pour nous, donc Québec solidaire, cette menace qui entraîne différentes conséquences sur la biodiversité menace toute la planète, mais menace le Québec aussi. Nous sommes maintenant dans une situation, puis ça, je pense que vraiment, moi, il y a quelque temps, on m'a, expliqué ça, j'étais renversé de savoir qu'à l'échelle de la planète, 15 espèces végétales seulement et 8 espèces animales représentent 90% de notre production alimentaire, malgré cette biodiversité énorme. Donc, on a même une biodiversité qu'on réussit de peine et de misère à préserver, mais même ça n'est pas une source dans laquelle on puise convenablement, tellement le modèle industriel a concentré, a focusé tout sur seulement quelques espèces. Ce grave manque de biodiversité entraîne un cercle vicieux de dégradation de la santé des écosystèmes, mais aussi de la santé des populations. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment changer, et ça a de lourdes conséquences sur la santé de nos populations, sur les conséquences économiques des troubles climatiques. C'est des coûts énormes, à la fois financiers, mais aussi dans la qualité de vie, dans la santé de nos gens. Alors, à ce sujet-là, pour parler concret aujourd'hui, la volonté du gouvernemental d'ouvrir le chemin pour des compagnies d'hydrocarbures avec le projet de loi 106, c'est une menace reliée directement qui vient entamer l'objectif de changer le modèle agricole. Le développement des hydrocarbures fait partie du passé, pas de l'avenir. On met trop de temps, trop d'énergie à faire la promotion encore de l'hydrocarbure, à le financer directement. Vous savez, tout le lobby qui tourne alentour, il y a un lobby politique incroyable. Il y a d'anciens premiers ministres comme le premier ministre Charest, il y a des chefs de cabinet, du personnel politique qui sont engagés à grands frais pour ces cabinets d'avocats-là pour pousser sur ces projets-là, dont le projet de Pipeline Énergie Est. Mais il y a même la mafia, carrément la mafia criminelle qui s'intéresse. Si vous voulez, la page 770 du rapport Charbonneau, vous allez voir comment des entreprises liées à la mafia montréalaise ont les deux mains dans l'infrastructure des oléoducs, dans leur construction. Alors, il y a énormément de... Et je ne parlerai même pas des investissements massifs de Power Corporation là-dedans. Donc, une série de lobbies qui poussent, et ce n'est pas nécessairement en raison donc des bienfaits pour la société québécoise, mais pour la force de ces lobbies-là que souvent
ces projets de loi ou ces permis sont octroyés. Et contrairement à ce que prétend le gouvernement, la protection de ces terres agricoles par la Commission de protection des terres agricoles est loin d'être garantie. Entre 2002 et 2013, donc en 11 ans, la Commission a accepté 57 des 58 demandes de forage ou de maintien de puits sur des terres agricoles. Je pense que ça en dit donc long sur l'incapacité actuelle de nos institutions de bien protéger le monde agricole. L'entêtement du gouvernement à ne pas mettre à l'abri les terres agricoles de ce développement sauvage est idéologique, pour une part, mais surtout lié à des intérêts que j'ai mentionnés tout à l'heure. Comment le gouvernement peut vraiment vouloir d'une main une chose, c'est-à-dire réduire en plus 40% la quantité des produits pétroliers consommés d'ici 2030, comme c'est promis, et faire en même temps son contraire par le développement des hydrocarbures en permettant ce genre de forage ou le passage des lignes de transport du pétrole sale. J'ai combien de minutes? OK, très bien. Deuxième défi, on a parlé du premier défi qui était les changements climatiques, les problèmes liés à l'environnement. Deuxième défi, une économie mondialisée qui actuellement qui a permis à une vision mercantile de l'agriculture de prendre le dessus et même de s'accélérer. Quand on parlait des inconvénients de l'agriculture industrielle, c'est que le modèle agricole industriel réduit les produits agroalimentaires au rang de simples marchandises commercialisables. Donc, par exemple, les règles de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, poussent les États à abandonner carrément la souveraineté alimentaire. Cette vision, qui est très réductrice, s'oppose aux droits que devraient avoir en principe les nations, les gens qui peuplent les pays, les citoyens, à choisir eux-mêmes les modes de production, de commercialisation qu'ils jugent plus opportuns, plus appropriés dans le modèle qu'ils veulent se donner, dans une perspective sans doute de développement durable, qui est la préoccupation de tout le monde, et je suis persuadé d'une majorité des membres de l'UPA aujourd'hui en 2016. Est-ce qu'on peut accepter que la moitié des semences dans le monde soient vendues par les 10 plus grosses compagnies, par 10 grosses compagnies, et les semences brevetées d'une seule compagnie, biotech, c'est-à-dire Monsanto, représentent 80% de la surface cultivée des OGM dans le monde, ce qui revient à dire beaucoup de surface cultivée dans le monde? Je pense que poser la question, c'est d'y répondre. La recherche de rendement et de profits maximaux concentre la transformation, la distribution des produits alimentaires entre les mains de quelques gros joueurs. Au Québec, c'est plus de 70% des aliments qui est distribué par 3 géants de l'alimentation, Metro, Loblaw et Sobeys. Et ça aussi, de notre point de vue, en termes de diversité, en termes d'un modèle de commerce répondant aux besoins d'une population qui doit avoir une plus grande, diversité de choix et d'offres, est inacceptable. Ensuite, il y a les accords de libre-échange, et là-dessus, je pense qu'on n'a aucune difficulté à s'entendre, qui sont l'illustration parfaite de cette vision mercantile de l'agriculture qui fait perdre des millions de dollars à l'agriculture québécoise. En 2015, vous le savez, les producteurs laitiers ont perdu quelques 220 millions en raison de ces importations de lait diafiltré qui sont une espèce de, d'accord de libre-échange de facto. Nous, comme a été mentionné, on appuie absolument votre demande. On a donc on a proposé une motion qui, heureusement, a obtenu l'appui de l'ensemble de l'Assemblée nationale. Mais le dernier en liste de ces accords, l'AECG, l'accord d'échange économique et commercial global avec l'Europe, en est vraiment une autre preuve. De notre point de vue, le gouvernement Couillard, le gouvernement Trudeau ont failli à leur tâche. Les producteurs laitiers et fromagers en tête de liste sont les premières victimes de cet accord, en payant une note d'à peu près 150 millions de dollars si on se base sur les évaluations qui sont faites. Des deux côtés de l'Atlantique, en fait, l'AECG va exposer les producteurs agricoles. Ce n'est pas vraiment les producteurs du Québec contre les producteurs d'Europe, c'est en fait les producteurs du Québec et d'Europe qui sont pénalisés par les grands joueurs, par les investisseurs et par les multinationales qui ont intérêt dans cet accord de libre-échange qui se fait en grande partie sur le dos du monde agricole. Ça va miner le gagne-pain
avec très peu de gains pour la population dans son ensemble. Ça va accroître la mainmise des grandes corporations sur le contrôle des semences, s'il faut parler des impacts accessoires sur le monde agricole, en plus de faire gravement obstruction à tous les efforts qui ont été faits au cours de ces dernières années pour développer un circuit d'échange local, de développer et de mettre l'accent sur donc, le commerce de proximité. L'annonce des compensations, de notre point de vue, 5 000 $ par ferme, c'est proprement ridicule, c'est rire du monde. On se demande comment notre ministre québécois, et là je l'interpelle, je ne sais pas s'il va accepter, il sera là ou pas. Très bien. Alors j'invite notre ministre, M. Paradis, à nous dire qu'est-ce qu'il va faire cette fois-ci pour défendre les intérêts de l'agriculture québécoise. Est-ce qu'il aura le courage de se dresser fort devant en fait, le gouvernement fédéral, ou il va se contenter des miettes, encore une fois, parce que 5 000 $ par ferme, de notre point de vue, ça relève de miettes. Évidemment, là, moi, je ne suis pas ici pour vous parler de la souveraineté du Québec, mais à chaque fois que je me penche sur un dossier, à plusieurs égards, et les accords de libre-échange, vous savez, ça relève du fédéral, on réalise que vraiment, pour cette raison, comme pour une foule d'autres, le Québec a toutes les raisons de réclamer son indépendance politique. Malheureusement, nous savons tous que le gouvernement actuel va suivre probablement les traces du gouvernement Charest, du gouvernement libéral précédent, qui est sous un lobby très, très fort de la part des milieux financiers qui ont intérêt dans ce genre de libre-échange. C'est pour ça que j'invite, moi, les collègues de l'opposition, pour une fois, on peut faire œuvre utile de ce point de vue-là, à faire pression pour examiner dans le plein détail, avant toute ratification, l'accord qui doit avoir quand même l'approbation de l'Assemblée nationale du Québec. C'est un accord qui menace nos droits fondamentaux, nos droits constitutionnels, mais aussi notre économie, notre filet social. D'ailleurs, je pense, je ne voudrais pas être impertinent, mais je pense qu'il serait assez cohérent avec la position que défend actuellement l'UPA, que votre organisation puisse se joindre à la National Farmers Union canadienne et à peu près 500 autres organisations, dont 70 du Québec, parmi les plus grandes, qui demandent au gouvernement du Québec de s'opposer à la ratification de l'accord de l'ACG et de défendre adéquatement les droits, les intérêts de la population contre les menaces que fait peser cet accord sur notre société et notre économie. Nous, on veut étudier, comme j'ai mentionné, et c'est pour ça que j'insiste auprès de mes collègues de l'opposition qui sont ici, pour que d'un commun accord, on fasse pression sur le gouvernement pour que ça soit mis à un examen d'une commission de l'Assemblée nationale. Évidemment, vous savez que depuis 20 ans, depuis l'accord de libre-échange des années 90, vous vous rappelez, il y a un député québécois qui est sorti avec son siège du Parlement canadien parce qu'il a appris à la dernière minute, au moment de la ratifier, qu'il y avait un accord qui s'était conclu entre le Canada et les États-Unis sans que les parlementaires canadiens soient adéquatement consultés, sans même qu'ils soient au courant d'un chapitre qui garantissait de protéger les intérêts des investisseurs étrangers si jamais on votait une loi qui minimisait leurs profits ici, par exemple une loi pour protéger les travailleurs ou l'environnement. Bref, c'est là un grave problème démocratique. Face à ces défis-là, que constituent pour nous l'avenir écologique et le futur économique du monde, en vertu de ce que je viens de décrire, nous, on propose donc, dans le changement de modèle agricole vers lequel nous sommes encouragés à aller, de collectivement développer une agriculture nourricière, comme je l'ai mentionné, respectueuse de l'environnement et respectueuse d'une économie de proximité qui, à la fois, génère plus de bénéfices pour les producteurs locaux et aussi est plus respectueux de l'environnement. D'abord, donc, partir du principe fondamental de la souveraineté alimentaire. L'agriculture, ce n'est pas une marchandise. L'agriculture, c'est à la base de toute société. C'est à la base de l'indépendance, la souveraineté, de la pérennité de n'importe quelle nation. Donc, l'État, ses citoyens doivent pouvoir, en toute liberté, choisir les modes de production et de commercialisation sans que ce soit une instance étrangère, extranationale, qui impose un modèle qui lui convient. La souveraineté alimentaire est un droit international qui laisse la possibilité aux États de mettre en place des politiques agricoles mieux adaptées à leurs ressources, mais en même temps, on peut faire en sorte qu'on minimise les impacts négatifs sur les autres populations, les populations des autres pays. Et la souveraineté alimentaire peut ouvrir la porte à des accords bilatéraux
basé sur le commerce équitable, facilité par la souveraineté politique. C'est là qu'un pouvoir peut s'assurer que lorsqu'il conclut un accord, ça respecte ses orientations. Vous comprenez donc bien que Québec solidaire au pouvoir, cette jeune pousse dont je vous parlais, quand nous serons un arbre, bien sûr, la République du Québec va se retirer d'accords de libre-échange qui ont été conclus en notre nom, mais par le gouvernement canadien. À la place, le Québec pourrait conclure lui-même des ententes bilatérales qui favorisent le commerce agroalimentaire équitable. Mais comme il y a un effort collectif à faire, et parce que l'agriculture concerne tout le monde, ce n'est pas juste au monde agricole de supporter le poids de cette transition, nous, on veut une stratégie qui vise à accélérer, au cours des 10 prochaines années, les investissements, l'innovation, la diversification des activités et le développement en région des entreprises de transformation alimentaire. On veut créer des écosystèmes qui sont dédiés aux modes de production qui demandent une approche écosystémique de gestion, comme l'agriculture biologique, l'agriculture du terroir, la production d'espèces indigènes. On veut, là, il faut qu'on discute ensemble, nous, on propose d'examiner la possibilité d'un moratoire sur les OGM et leur étiquetage obligatoire. C'est dans la volonté de l'ensemble de la population du Canada et du Québec. Et il y aurait des gains à faire si on planifie bien les choses pour une production agricole de qualité qui répond aux exigences des gens. Les gens font faire les bons choix. Il suffit de leur donner la possibilité de faire des choix. Vous allez voir que les produits sans OGM sont vendeurs, sont gagnants. Une stratégie de soutien aussi à la production biologique pour remplacer les importations par des produits cultivés au Québec et favoriser aussi l'exportation de ces produits québécois sur le marché extérieur. Il faut une réforme de la sécurité du revenu des agriculteurs et du programme de l'ASRA pour en faire un programme universel, mais qui pourrait être assorti d'une éco-conditionnalité, qui puisse offrir un soutien aux agriculteurs et une compensation pour des coûts associés à tout ce qu'on a dit, au fait qu'on veut que la société prenne sur ses épaules le poids de cette transition, tenir aussi compte de la nordicité de notre climat et des contraintes donc, de nature environnementale et sociale que la société veut bien se donner. Puis aussi assurer le soutien professionnel et psychologique des agriculteurs et agricultrices pour briser leur isolement. Alors, ce sont là quelques exemples. Je vais aller très rapidement sur le dernier défi, qui est la protection de la propriété des terres agricoles. Vous connaissez la volonté du gouvernement d'ouvrir le chemin pour les compagnies d'hydrocarbures, le projet de loi 106, j'en ai parlé tout à l'heure, qui menace. Ça, c'est un empiètement sur l'usage du territoire, à qui appartient la terre et qui doit décider. Est-ce que c'est l'État central, est-ce que c'est le lobby pétrolier ou c'est les agriculteurs, c'est les gouvernements locaux. Je termine là-dessus, mais il n'y a pas juste ça. Il n'y a pas juste les pipelines, il y a toute la spéculation alentour des terres agricoles dont l'UPA a largement déjà, je pense, fait la pédagogie. Mais pour nous, ça témoigne encore de la prépondérance des milieux financiers dans les décisions publiques, sans égard à l'importance de la pérennité des populations des régions et des propriétaires de terres agricoles d'être maîtres sur l'utilisation de leur territoire et de ne pas être surtout, disons, à découvert pour l'appétit grandissant des milieux financiers qui considèrent la terre comme un autre marchandise pour spéculer sur le marché. Une ferme, un territoire agricole, demain, peut, en fait, en quelque sorte, déjà dans la tête de ces gens-là, de ces banques-là, de ces firmes d'investissement, est un indice boursier. N'a aucune autre valeur, ni sur le plan humain, ni sur le plan de l'occupation du territoire, ni sur le plan de la préservation d'une lignée, je dirais, d'un héritage familial. Rien de tout ça ne vient à leur considération. Bien sûr, pour ça, on a des réponses pour les taxes municipales, mais on a une réponse aussi. Écoutez, je veux finir là-dessus. Si une chose peut être retenue entre nous dans notre conversation, il y a 9 milliards de dollars de richesses qui sont sortis du sous-sol du Québec maintenant depuis 6 ans. 9 milliards par année en moyenne. Les redevances que l'État québécois touche de ces 9 milliards sont un gros zéro si on calcule tout ce qu'on dépense pour ces compagnies en rabattement fiscal, en taux concurrentiel d'électricité, en route qu'on leur offre. Zéro sur 9 milliards de nos richesses qui vont dans la poche d'investisseurs qui sont à 92% étrangers. D'accord?
Juste une simple redevance de 15 % sur ces 9 milliards, 15 %, alors que ces richesses-là nous appartiennent. Une juste redevance constituerait 1,3 milliard de dollars d'oxygène que l'État québécois pourrait donner aux municipalités pour que les municipalités ne s'avisent pas dans cette spéculation et cette spirale haussière de la valeur foncière de vos terres qui fait que vous êtes écrasés par les taxes foncières. C'est ce genre de décision non avisée, ces orientations-là qui font mal aujourd'hui et que Québec solidaire se propose de rectifier. Je n'ai pas le temps pour le reste des propositions, mais croyez bien que, comme je vous ai dit, si nous avons pu démontrer une chose au cours de nos 10 ans de présence sur la scène politique, c'est que Québec solidaire, jeunes ou pas, nous n'avons pas peur de nommer les choses telles qu'elles sont et de prendre des décisions et des orientations, même si ça déplaît au lobby financier, au gros lobby industriel, le même lobby qui aujourd'hui fait tant de mal, à la fois pour ce qui est de l'accaparement des terres, à la fois sur l'intégration du modèle industriel aux fermes québécoises et aux producteurs agricoles. Merci beaucoup de votre attention. Alors moi, M. Kadir, à vous entendre avec cette vigueur-là, je vous sens prêt pour les prochaines élections. On aurait le temps pour une ou deux questions. Donc, micro numéro 3. Oui, M. Kadir, vous avez parlé un peu de la façon de lire nos gouvernements. Souvent, on aurait un député dans notre coin qui serait très dynamique, mais on n'est pas capable de sentir le chef. Ou des fois, c'est l'opposition. Le candidat de chez nous qui représente le parti, on considère que ses idées, on ne serait pas en accord de l'appuyer. Y a-t-il des pays où on pourrait avoir une place pour voter pour notre député et voter pour qui on voudrait avoir comme premier ministre? Y a-t-il une façon de le faire? Est-ce qu'on prend tout de suite l'autre question? Non, allez-y. Alors, si je devais planter une question dans la salle, elle ne serait pas meilleure que celle que vous me posez. Parce que ça permet exactement d'illustrer pourquoi un modèle de compensation régionale vient rectifier ce genre de problème que vous savez qu'il y a des régions entières qui sont d'une seule couleur, bleu ou rouge actuellement, d'accord? En raison du mode actuel. Dans un mode de compensation régionale, les comtés de région pourraient encore être gagnés par uniquement les bleus et les rouges, mais il pourrait y avoir des députés de compensation régionale de l'autre parti, qui fait en sorte que vous, comme citoyen, que vous, comme producteur, acteur social, vous n'êtes pas obligé toujours de passer par un seul et unique parti, parce qu'il arrive souvent, oui, que ce parti-là, en raison de la décision de son chef, en raison de la décision qui vient d'en haut du bureau du premier ministre, ne peut pas agir contre la volonté qui vient d'en haut. Et encore mieux, c'est que dans un modèle comme ça, il y a aussi des petits partis plus libres, moins liés au lobby parce qu'ils ne sont pas au pouvoir, parce que vous savez tout le reste, qui peuvent à ce moment-là se faire les défenseurs, comme moi, Françoise et Manon. On a démontré dans nos comtés comment on pouvait bouger les choses, même si on est un petit parti. Merci. OK, alors là, il faut... je prends la question de monsieur. Je prends les deux questions. Après ça, Pierre, il y a une question également, puis on termine. Oui, numéro 4. Stéphane Sans Façon, de la Naudière. Je ne vous ai pas entendu parler du remboursement de taxes que présentement Pierre Paradis et le ministre Létard sont en train de travailler pour les producteurs. Moi, là, je suis une jeune pousse. Je suis la relève. Paradis, il s'en vient nous dire qu'il va aider la relève avec ce qu'il veut faire, le 78 %. Puis moi, je suis producteur laitier, puis ça ne vient pas me toucher. Je vais être pénalisé. Il va falloir que je sorte plus d'argent de mon portefeuille pour pouvoir payer mes comptes de taxes. Moi, je veux savoir, là, il nous reste 1 mois pour travailler là-dessus. Est-ce que Québec solidaire va aller pousser le gouvernement libéral d'ici le 1er janvier à leur pousser d'1 an? C'est ça ma question. OK. Numéro 3. Oui, Alain Desilets, Centre du Québec. Moi, c'est par rapport à l'agriculture qu'on fait aujourd'hui. On fait l'agriculture que la société nous a demandé de faire. Moi, ça fait 30 ans que je suis producteur agricole, puis ça a tout le temps évolué, puis on a tout le temps été de plus en plus abandonné. Une chance qu'on avait nos systèmes de mise en marché qu'on connaît. Moi, ça ne me fait rien de donner à la société le produit qu'elle veut, avec les exigences qu'elle veut.
mais accompagnez-moi là-dedans, puis c'est pas à moi de supporter ça tout seul. Puis ma crainte, avec l'expérience du passé, c'est qu'on nous amène vers un virage, mais après ça, arrangez-vous tout seul. Regarde, on désinvestit aujourd'hui à tout niveau. Fait que vous nous dites que vous allez nous accompagner. Il va falloir que vous nous accompagniez si on change complètement le modèle qu'on a actuellement. Alors, rapidement, vous demandez exactement ce que moi je crois que nous devons faire collectivement, que ce soit Québec solidaire au pouvoir, tout autre pouvoir. Un État peut exiger de ses distributeurs de faire de la place, de ses distributeurs, de ses détaillants, de faire de la place pour les produits qui sont produits ici. En vertu des accords actuels que conclut nos gouvernements, ça va être de plus en plus réduit. Ça va être décidé ailleurs, ça va être décidé par les multinationales. C'est pour ça qu'on dit que ces accords-là, que le cadre réglementaire qui accompagne la mise en marché de nos produits est tout à fait inadapté à la volonté même de la population, puis à ce que les agriculteurs sont prêts à faire. Ça ne répond qu'aux lobbies, puis aux plus gros joueurs qui sont dans le marché actuellement, qui en profitent le plus. Maintenant, pour ce qui est du remboursement, pour nous, ce système-là ne fonctionne pas. Il faut arrêter cette hausse vertigineuse des taxes foncières à la base pour être obligé ensuite de le rembourser et de reconnaître qu'il y a un problème là. Donc, c'est pour ça que j'ai mentionné que je ne veux pas juste qu'on dise qu'on va le réparer, je vous ai même dit où on va aller chercher l'argent pour faire en sorte que les municipalités ne soient plus forcées, tentées d'aller chercher des revenus supplémentaires en étranglant nos producteurs agricoles. Pierre, rapidement. Ça allait dans le sens justement que vous venez de répondre en ce qui concerne la taxe, parce qu'on est en train de regarder pour faire une coallier dans le fond, toute la société rurale contre la démarche du ministre Paradis de changer le programme, d'abolir ce programme-là, puis de relancer ça aux finances pour faire en sorte que la ruralité, là, elle ne se retrouve plus là-dedans. Puis moi, ce que je veux savoir là, de vous, là, c'est que Québec solidaire est prêt à embarquer avec nous autres pour nous appuyer dans cette démarche de coalition-là de la ruralité québécoise contre le ministre Paradis actuellement dans sa déstructuration de nos régions de par les modifications qu'il amène dans nos programmes. J'espère que vous n'avez pas un instant un doute que vous avez en nous des alliés quand il s'agit de s'attaquer aux ministres libéraux. Pour ce qui est du programme de remboursement actuel, là, malheureusement, c'est un détournement grave. Ce que veut faire M. Paradis, c'est un détournement grave de sa mission, de ce pourquoi c'était conçu au départ. Donc, comptez sur nous pour que ça ne passe pas. Merci beaucoup. Alors, je remercie M. Kadir pour sa présence. Je le remercie aussi parce que, vous savez, ce n'est pas nécessairement un terreau qui partage entièrement les propositions de Québec solidaire, mais je pense que c'est une ouverture de notre part de permettre à tous les partis politiques de pouvoir s'exprimer, de pouvoir nous présenter leur position. Puis j'apprécie ce que M. Kadir a fait ici et il le fait honnêtement. Alors merci beaucoup, M. Kadir. Merci énormément. Merci.